Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue à l'émission Hebdo Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Notre territoire altiligérien, vous le savez chers auditeurs, il est riche d'une histoire locale qui a façonné vos modes de vie, vos paysages et vos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, notre société altiligérienne s'est construite avec les régimes politiques du pays, les religions, les traditions, les croyances, mais aussi la guillotine. Oui, chers auditeurs, cette invention, qui est jugée comme cruelle par nos esprits contemporains, est en vérité le reflet d'une dimension bien plus large de considération humaine et d'évolution de l'égalitarisme de la société. Des mots bien complexes que Marie-Martine Lolanier de Barba, qui a eu la gentillesse de répondre à notre invitation, va répondre avec nous aujourd'hui le temps d'une émission dédiée à la guillotine, la première guillotine altiligérienne. Bonjour Marie-Martine. Bonjour Loïs. Merci d'avoir accepté notre invitation chez Radio FM 43. Études classiques, fac de droit et d'allemand et surtout de nombreux métiers en parallèle. Femme de ménage, gouvernante dans l'hôtellerie de luxe, interprète, responsable d'une entreprise de nettoyage industriel, juriste, comptable public, huissier et enfin généalogiste familial et foncière. Tout vous intéresse tant qu'il s'agit d'apprendre. Vous écrivez aussi, je vous cite, pour perpétuer la mémoire de nos devanciers car notre siècle n'a pas tout découvert. Vous avez notamment publié un livre d'histoire locale intitulé Mémoire de la première guillotine de Haute-Loire. Tout d'abord, Marie-Martine, qui a inventé la guillotine ? Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, ce n'est pas Guillotin. En fait, on en retrouve déjà une version à l'époque romaine. Puis, on la trouve également sous une forme un peu modifiée en Sicile, au XIIe siècle. Elle s'appelle alors la mannaia. En 1553, un graveur allemand représente la décapitation de Titus Manlius à l'époque romaine, mais la représentation qu'il en fait est complètement anachronique puisqu'il montre une guillotine de l'époque, donc du XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est à cette époque qu'on l'a beaucoup améliorée. On la retrouve ensuite sur des formes similaires dans divers pays, depuis l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne et l'Écosse. Et c'est d'ailleurs d'Écosse qu'elle va arriver en France le 30 octobre 1632 pour décapiter Henri, le duc de Montmorency, condamné à mort par Louis XIII pour crime de lèse-majesté. Alors Guillotin, en fait, on est en pleine période de la terreur. Dans un souci égalitariste, donc tous les révolutionnaires ont voulu que tout le monde ait la tête tranchée, que tous les condamnés aient la tête tranchée. Mais il y en a tellement, des têtes à couper, que l'exécuteur est débordé. Et c'est là que Guillotin entre en scène. Avec l'aide d'un autre médecin, qui s'appelle Antoine Louis, et sur les conseils de l'exécuteur de l'époque, Samson, il s'attelle à un projet donc d'actualisation de cet outil. Cet outil va être modifié plusieurs fois avant d'être présenté au vote à l'Assemblée nationale. Il va d'abord être testé sur 5 cadavres, puis sur un mouton vivant, et enfin il sera inauguré par Jacques-Nicolas Pelletier, qui avait été condamné à mort pour avoir donné des coups de poignard et volé un portefeuille contenant 500 livres. On a donc prévu de doter chaque département d'une guillotine. Et en 1792, on lance un marché public national pour la réalisation d'une centaine de guillotines. Et c'est un facteur de clavecin allemand qui s'appelle Tobias Schmidt qui va remporter le marché. En fait, il fournissait ces machines pour le prix de 864 livres. Il a donc été le moins-disant, son concurrent les proposait à 5660 livres pièce. Alors après, il y a eu une autre proposition moins chère, mais qui était hors délai, donc les marchés publics étant ce qu'ils sont, ça n'a pas été retenu. Mais donc, ça n'est pas Guillotin qui a inventé la guillotine. À quel moment et dans quel contexte arrive-t-elle en Haute-Loire ? Et le contexte national est donc celui de la terreur. Tout va très vite alors. Il arrive qu'un condamné le soit le matin et soit exécuté l'après-midi. Il n'y a pas d'appel possible. On est à une époque où il faut épurer le pays de tous les contre-révolutionnaires et des prêtres qui ont refusé de prêter serment.
La Haute-Loire est un pays très religieux, les prêtres sont soutenus et cachés par la population. Donc on va aussi décapiter les gens qui les ont cachés. Après la chute de Robespierre, la terreur blanche arrive dans notre département. Ce sont les contre-révolutionnaires et ça a été un mouvement presque aussi important que celui des Chouans. Il y avait donc les Ganses blanches et il y avait les Compagnons de Jésus, dits de Jéhu, qui voyageaient entre Lyon et chez nous. Il fallait les neutraliser aussi. Il ne faut pas oublier qu'en 1793, les révolutionnaires ont fait une levée en masse d'hommes de troupes de 300 000 personnes. Les altiligériens rechignaient vraiment à aller se faire tuer en dehors de leur terre, et donc ils étaient réfractaires, ils ne partaient pas à l'armée. Quand on les reprenait, on les décapitait aussi, donc ça faisait du monde. Et il faut dire aussi que la population la réclamait, la guillotine. Chaque département voulait sa guillotine. Bon, après, d'accord, il y a eu quelques pétitions contre elle parce que certains commerçants se plaignaient, parce que lorsqu'elle fonctionnait, ça nuisait au commerce local. Mais ça, c'était après, c'était marginal. Donc, la Haute-Loire est parmi les premiers départements servis. Et la première exécution, en fait, est triple. 3 le même jour. C'est une famille de 3 personnes, les Lailles, au Vastre, et qui passe sous sa lame pour fausse monnaie. Le suivant, c'est en mars 1793, c'est un contre-révolutionnaire, Mathieu Sagnal, et le premier prêtre exécuté, c'est Jean-Mathieu Vassel, qui était originaire de Saint-Pierre-du-Champ et qui était vicaire à Bellevue-la-Montagne, qu'on appelait avant Saint-Just-près-Chomely. On a dit que son échafaud avait été fait avec les planches du clocher de l'église Saint-Georges. Et ses biographes ont ajouté qu'il était mort en ayant eu le temps de pardonner et d'embrasser le crucifix. Il avait 25 ans lorsqu'il est mort. Alors on a dit aussi que si la Haute-Loire avait été un des premiers départements servis, c'était par piston. Mais je n'ai pas trouvé de preuves réelles de cela. Pourquoi on a dit ça ? Parce qu'en fait, Tobias Schmidt était donc le voisin de Robespierre. Et le secrétaire particulier de Robespierre s'appelait Simon Duplay et il était originaire de la Siauve. Qui sont les pourvoyeurs de la guillotine ? Alors la guillotine intervient après un jugement, même si le jugement en question est, on va dire, gentiment rapide. Alors au début, donc, je vous l'ai dit, il y a eu quelques décapités de droit commun, mais la majorité des exécutions sous la Révolution releva de motifs politiques au sens large pendant la Terreur, donc. Alors, qui ordonne ces condamnations ? C'est le tribunal militaire, suivi par le tribunal d'exception, pour tout ce qui est effectivement affaires politiques au sens large, et parallèlement le tribunal criminel qui précède donc la cour d'assises pour les affaires de droit commun. Le tribunal d'exception va juger, par exemple, les aristocrates, les prêtres, tous ceux qui les ont soutenus. Voilà. Et donc en province, ce sont les représentants du peuple qui appliquent les règles dans ces tribunaux. Ces représentants du peuple sont des conventionnels qui reviennent dans le département où ils ont été élus. Alors il y en a eu 3 à cette époque. Le premier, ça a été Balthazar Faure. Balthazar Faure était maître d'école à Roche-en-Régnier. Et puis après, il est devenu notaire parce qu'il a eu la chance d'avoir un oncle curé qui lui a payé ses études. Alors, je ne sais pas si ça a un lien, mais c'est lui qui s'est le premier lancé dans la traque aux prêtres n'ayant pas prêté serment. Et après, il a quitté le département pour être juge ailleurs. Il restait peu de temps en général, ces représentants du peuple. Le deuxième était très connu, il était vraiment du cru, c'était Solon Reynaud, qui s'appelait évidemment, comme tout le monde, Claude Benoît, mais Solon, ça faisait plus révolutionnaire. Il était bourgeois, grand bourgeois, maire du Puy. Et sa caractéristique, ce qu'il a laissé dans les mémoires, c'est le fait qu'il a fait arrêter des milliers de suspects, mais vraiment des milliers. Il a voulu faire démolir tous les clochers du département, sauf, on ne sait pourquoi, celui de la cathédrale, et il a interdit le port des signes extérieurs de religion. Lui a vraiment chassé les prêtres avec virulence. Et quant au troisième, qui s'appelle Guyardin était vicaire général de l'évêque de Langres. Bon, puis il s'est défroqué, il s'est marié, il a eu 3 enfants, et après, il est devenu donc président du tribunal criminel.
Et c'est à son époque que la Vierge Noire de la cathédrale a été brûlée en sa présence. Une fois la Révolution achevée, ma foi, il a fait allégeance à Napoléon Bonaparte et il a même été récompensé de la Légion d'honneur. Alors dans le tribunal criminel de Haute-Loire, il y avait donc, qui a été installé le 16 janvier 1792, il y avait donc un juge-président qui s'appelait Bonnet de Trèche. L'accusateur public, c'était Dominique Boudignon. On peut dire que les enquêtes, si enquête il y avait, étaient sommaires, quasiment pas de défense, et donc, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de possibilité d'appel. Alors, c'était soit on était innocenté, acquitté, soit on était condamné à de la prison, c'était le cas beaucoup pour les religieuses, à la relégation, c'est-à-dire on expédiait les prêtres âgés, par exemple, au bagne de Rochefort, et les autres, c'était la mort. Et donc la sentence était exécutée dans la foulée. Je vous dis l'après-midi, au pire le lendemain. Quel était le mode de vie des bourreaux, de ceux qui effectuaient les exécutions ? Les bourreaux, c'est une catégorie professionnelle, si j'ose appeler ça comme ça, intéressante. C'est vraiment une caste à part. C'est une profession qui existe depuis la nuit des temps. Pour la période pré-révolutionnaire, ils avaient beaucoup d'autres activités. Ils n'avaient pas de salaire fixe. Ils avaient donc beaucoup d'activités annexes. Et ils touchaient des taxes sur tout un tas de choses aussi incongrues que surprenantes. Par exemple, ils touchaient les droits de havage, c'est-à-dire une taxe sur tous les produits vendus sur les marchés. Ils touchaient une taxe sur la vente des balais, sur la vente des poissons d'eau douce. Et accessoirement aussi dans les villes sur le travail des filles de joie. À part ça, ils avaient aussi une activité un peu de sorcellerie, de magie. Ils étaient rebouteux. Et aussi, ils avaient le droit de récupérer le cadavre et ses vêtements. Et tout ce qui avait trait à l'exécution. Et pourquoi ils le faisaient ? Parce que comme on leur prêtait des pouvoirs un peu surnaturels, on disait que la graisse des pendus et la corde des pendus portaient bonheur. Donc les gens dépensaient des fortunes pour racheter ça au bureau. D'accord. Et alors après, ils faisaient d'autres choses aussi. Ils faisaient ce qu'on appelle, vous savez, on dit toujours exécuteur des hautes œuvres, mais ils faisaient aussi les basses œuvres, ce que personne ne voulait faire, c'est-à-dire la vidange et le curage des fosses, l'équarrissage, la capture et la mise à mort des chiens errants, enfin des choses comme ça. Et quant aux hautes œuvres, alors ça c'était très varié, c'est-à-dire l'exécution des condamnations. Ça pouvait être l'exposition au pilori, puisqu'avant, toute condamnation était suivie d'une exposition au pilori, dans un carcan, avec une pancarte au-dessus de la tête indiquant le nom et le motif de la condamnation. Et là, les gens s'en donnaient à cœur joie pour leur balancer des fruits pourris dessus, enfin voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre ? La flétrissure, le marquage au fer rouge, la question, les interrogatoires musclés, tout ce genre de choses, et puis bien sûr l'exécution des condamnés. Et alors ils étaient à l'époque nommés par lettre de provision d'office, comme les notaires. Après la Révolution, leur statut a changé. Ils sont devenus une sorte de fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours cooptés par la profession, mais il fallait quand même que le garde des Sceaux donne son aval. Enfin, c'était plus une formalité qu'autre chose. Il doit donc à l'époque y avoir un exécuteur par département, avec des aides qu'il choisit lui-même. Il les prend le plus souvent parmi ses enfants, ce qui permet qu'ils fassent leur apprentissage. Et j'ai vu le cas, par exemple, d'un exécuteur mort alors que son fils était en bas âge. C'est simplement son épouse qui a assuré la régence. Et c'est les aides qui pratiquaient les exécutions en attendant que le fils soit en âge de les faire. C'était vraiment une caste à part. Donc après la Révolution, ils ont perçu un traitement annuel et des frais de déplacement. En fait, l'exécuteur, comment ça se passe ? C'est pas lui qui s'occupe de la mise en place de la guillotine. L'échafaud est fabriqué à chaque fois, avec des planches qu'on réutilise à chaque fois après pour autre chose. En revanche, la guillotine ne bouge pas. Et puis il vaut mieux parce qu'elle pèse pas loin de 500 kilos, donc il faut déjà la monter sur l'échafaud.
c'est pas l'exécuteur qui en fait l'entretien. L'entretien, j'ai retrouvé les factures, est fait par les serruriers du coin qui aiguisent la lame, tout ça, par les menuisiers du coin. Toutes les dépenses que fait l'exécuteur, c'est l'achat de la chemise rouge et du voile noir que doit porter le condamné au moment de son exécution. Donc pour ça, il fait l'avance des frais. Une catégorie socio-professionnelle plutôt aisée, alors, les bourreaux. Disons qu'ils avaient... Oui, ils n'étaient pas... C'était pas non plus... C'était pas au bas de l'échelle. Voilà, mais ils avaient un revenu régulier. C'était des gens qui étaient à la fois craints, mais dont on avait quelque part besoin. On en reparlera, mais bon... C'était des gens, ils venaient tous de l'Est de la France. Les familles étaient très nombreuses, les mariages étaient endogamiques, on épousait des filles de bourreaux quand on était bourreau, et le fils aîné prenait donc la succession de son père. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que, donc évidemment, il n'y avait pas d'école pour eux. Ils n'avaient pas le droit d'aller vivre l'enseignement, mais ils savaient tous parfaitement lire, écrire et compter. Ils avaient une vie à eux, à l'intérieur du système, quoi. À l'époque de la Terreur, ils avaient abandonné leur costume traditionnel. Avant, ils avaient un grand costume rouge, et ils n'avaient, après la Terreur, ils n'ont conservé que le bâton rouge. Le bâton rouge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le bâton qui leur permettait de désigner ce qu'ils voulaient dans un commerce. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de toucher aux aliments, par exemple, ou à quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose de particulier. Il le désignait avec le bâton, le commerçant le mettait de côté, c'était réservé aux bourreaux. Et c'est de là d'ailleurs que vient la tradition du pain retourné. Le pain à l'envers, c'était le pain du bourreau. Parce qu'une fois que le bourreau l'avait désigné au boulanger, celui-ci retournait le pain pour que personne d'autre ne s'en saisisse. Au Puy, comment ça se passe ? Donc il habite au Puy, forcément. C'est la mairie qui lui trouve le logement, mais c'est lui qui en paye le loyer. J'ai trouvé beaucoup de rapports où ils se plaignent de la mauvaise qualité du logement. D'ailleurs, au Puy, ils ont d'abord habité rue Montferrand, et puis l'appartement a été incendié, donc après ils étaient au 31 de la rue des Farges. Et en fait, pour la population, c'était des gens un peu à part. C'était un mal nécessaire quelque part. On rechignait à les fréquenter, mais on avait besoin d'eux. Oui. Et même le soutien de l'évêché existait. Il était discret, mais il existait à telle enseigne que François Farou, qui était le premier exécuteur sous la Terreur, lors de son mariage, il n'avait pas de témoin. Il venait de Montbrison, il ne connaissait personne, et c'est l'évêché qui lui a fourni son témoin. En quoi est-ce que la guillotine traduit des avancées mécaniques ? Vous en parlez dans vos écrits ? Oui. Ah bien, parce que la guillotine, une avancée mécanique, parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait énormément de travail pour le bourreau à l'époque. Le bourreau devait aiguiser la lame de sa hache entre chaque exécution, ce qui prenait un temps fou. En plus, c'était épuisant, parce que la hache, il fallait la manier. Alors je dis ça de façon un peu humoristique, mais enfin c'est vrai quoi, que c'était quand même physique. Avec tous les coups qu'il avait à couper, il n'y arrivait plus, il n'avait pas le temps. Il a fallu mécaniser. Et donc la guillotine a remplacé la force humaine. Je dis que si on était dans la valorisation de cet outil, si on ne parlait pas de victimes humaines, on pourrait dire qu'elle accélère le rendement et qu'elle limite les risques de mauvais fonctionnement. Parce que les coups de hache ratés, il y en avait beaucoup aussi. Avant, donc, il fallait aiguiser la hache. En fait, là, lorsque la lame tombait, on appelle ça le mouton, la lame et son support en bois, ça pèse à peu près 35 kilos. Donc imaginez 35 kilos qui tombent d'une hauteur de 3 mètres, la mort était assurée et immédiate. Donc ça générait aussi moins de fatigue pour le bourreau et les exécuteurs. Vous dites aussi que cette guillotine est à l'origine d'avancées sociales. C'est parfois un peu... pas choquant, mais nous, c'est vrai que vous allez nous en parler, mais avec nos esprits contemporains, on voit ça d'une manière très négative. Pourtant, à l'époque, c'est une avancée sociale, la guillotine. En quoi ça peut être une avancée sociale ? Eh bien, en matière d'aide sociale.
Aussi curieux effectivement que ça puisse paraître, les exécuteurs ont bénéficié d'aide et d'allocations euh, parce que, pourquoi? Ils sont d'abord maintenant des fonctionnaires. Ils ont un statut un peu spécial puisqu'ils sont toujours cooptés. Il n'y a pas de concours pour être exécuteur à l'époque. Et donc, ils ont certains avantages, certaines protections. Par exemple, en l'an 2, un décret règle le sort des exécuteurs réduits au chômage en leur fournissant un secours annuel de 2000 livres, c'est-à-dire déjà une sorte d'indemnité de chômage. En 1832, lorsque le roi décrète la suppression de la flétrissure, c'est-à-dire du marquage au fer et du carcan, on ne décapite plus non plus les religieux, il y a donc moins de travail. Il va falloir centraliser les guillotines. Après, là, cette période, il n'y a plus qu'une guillotine par ressort de cour d'appel. Donc ça en supprime un certain nombre, et du coup, il y a un certain nombre d'exécuteurs qui sont sur le carreau. Après, la nationale arrive en 1870. Mais déjà à l'époque, donc Louis-Philippe ordonne cette réduction des effectifs. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens? Eh bien, on vérifie leur aptitude. Et s'ils sont déclarés inaptes, on leur sert une pension d'invalidité. D'accord, Et donc à l'origine ensuite, d'aide sociale. voilà. Et en plus, j'ai vu aussi que les veuves d'exécuteurs et les orphelins percevaient aussi une pension de réversion. Vous parlez d'égalitarisme et d'humanisation des condamnations. La mise à mort peut-elle être humanisable? Ah bah à l'époque, oui. À l'époque, oui, sans conteste, parce qu'il faut voir comment on mettait les gens à mort avant. Avant, on écartelait, on rouait, on ébouillantait, on empalait. Enfin, toutes choses de ce type. On pendait les manants, ce qui était encore le plus, comment dirais-je, le moins douloureux. On écorchait aussi. Il arrivait qu'on enterre les femmes vivantes, ou sinon on les faisait finir sur le bûcher. D'ailleurs, c'est ce qui a été à l'origine des recherches de Guillotin. Guillotin a voulu faire diminuer les souffrances des condamnés. La guillotine faisait mourir les gens en 8 secondes. C'était un progrès par rapport à avant. Dans son esprit, vraiment, c'était par souci d'humanité qu'il a fait ça. Pourquoi 8 secondes 8 secondes, parce que normalement c'est pas instantané. Le temps que la lame tombe, entre le moment où on couchait le condamné D'accord. sur la planche, là, la bascule, ça s'appelle, et le moment où la lame tombait, le temps de Et 8 fixer, secondes. voilà, 8 secondes. Je veux dire, par rapport à être ébouillanté ou tout ce genre de choses, Écartelé. c'était quand même... Voilà. Il y a un progrès. Il y a un Il y a progrès. un progrès humain. Alors, qui vient aussi du fait... Alors, pourquoi avant, il y avait toutes ces tortures? Parce qu'il y avait une espèce de recherche aussi d'expiation du crime. Et à partir de la Révolution, on ne veut plus faire expier son crime au condamné. On veut s'en débarrasser. C'est tout. En fait, les révolutionnaires ont vraiment voulu ce côté égalitariste aussi. Pourquoi? Parce qu'avant, on ne tranchait le cou que des nobles. Et à la Révolution, c'est pas juste. Il faut trancher, tant qu'à faire, il faut trancher le cou de tout le monde, aussi bien des manants que des nobles. C'est pour ça que ça a été mis dans la Constitution de l'époque. Et ça a changé, les théories abolitionnistes ont débuté. Alors il y avait eu Voltaire, mais enfin, disons que ça n'avait pas laissé beaucoup de traces dans l'esprit des gens. Ça a commencé beaucoup avec Victor Hugo en 1829 et avec Lamartine, qui ont commencé à bien développer les théories abolitionnistes. Combien de victimes de la guillotine compte-t-on en tout en Haute-Loire? Alors, pour la période qui va de 1792 à 1930, il y a eu 119 exécutions effectives. C'est beaucoup. Moins que dans d'autres départements, mais c'est toujours fonction du nombre de population. Hein. C'est en harmonie avec le volume de la population. On ne peut pas comparer avec Paris, par exemple, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Alors, en période révolutionnaire, il y a eu, pour motifs politiques et religieux, il y en a eu 61 contre 25 de droit commun. Sous Napoléon, il y a eu seulement un réfractaire et 11 droits communs. Mais en même temps, il faisait mourir les gens autrement, donc dans les guerres. Et après, au fil des siècles et des régimes politiques, la Restauration, 25 droits communs. Monarchie de Juillet, 4 seulement. Pourquoi? Parce que ça correspond déjà à deux choses. Au fait, d'une part, le début des théories abolitionnistes, et puis la dépénalisation d'un certain nombre de crimes qui n'étaient plus passibles de la peine de mort.
Donc c'est là que ça a beaucoup chuté. Second Empire, 3 droits communs. Et Troisième République, donc la partie la plus longue, seulement 2 de droits communs, dont le dernier, Marius Chabrol, on en parle encore beaucoup chez les anciens, qui a été décapité le 30 septembre 1930 devant la prison du Puy. Lui avait violé et massacré un enfant de 8 ans. Quant au motif, eh bien, moi, j'ai relevé donc pour toute la période de 1792 à 1930, en matière de droit commun, des assassinats et crimes crapuleux, 34, après 5 chauffeurs, 7 empoisonneurs, 4 incendiaires, 12 assassinats que je qualifierais de familiaux, c'est-à-dire le gendre qui tue le beau-père, la belle-sœur qui empoisonne sa belle-sœur, 3 faux-monnayeurs, 3 infanticides quand même, alors que souvent elles avaient des circonstances atténuantes, mais enfin on en a quand même découpé 3. 3 crimes passionnels, 2 assassinats du fils du patron, et donc Marius Chabrol. Vous soulevez une différence apparente entre coupable et responsable dans vos écrits. C'est-à-dire, je parle des personnes qui sont passées sous la lame de la guillotine, et que parfois, eh bien, un coupable ne rimait pas forcément avec responsable. Vous dénoncez par là une inégalité des citoyens face à la justice. Évidemment que ça existe. C'est-à-dire, à des moments, on s'est trompé, on a tué des gens alors qu'ils n'étaient pas forcément responsables de leurs crimes. Alors déjà, en matière de droit commun, si on parle uniquement du droit commun, on ne va pas parler de l'aspect religieux, parce qu'évidemment, là, ça tombe sous le sens. Ça vient aussi beaucoup du système judiciaire de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'à l'Ancien Régime, la justice, les bases de la justice et des condamnations, c'était uniquement l'intime conviction du juge. C'était pas les preuves, c'était pas les aveux, c'était l'idée que s'en faisait le juge à partir des témoignages qu'il recevait. Donc là, c'est la porte ouverte à tout. Il faut ajouter aussi, le milieu social, bien sûr, c'est toujours plus simple de condamner un gueux qu'un homme de qualité. Mais surtout, il y avait aussi les monitoires. Alors les monitoires, qui étaient quand même quelque chose d'important dans les campagnes. Le monitoire, c'est un prêche dit par le curé pendant la messe, sur ordre de l'évêque, avec un texte fourni par l'évêché, qui enjoint à toute personne de tout dire, tout ce qu'elle peut savoir sur soit un crime, soit une affaire en cours. Si elle ne le fait pas, elle est excommuniée. Donc ça incite les gens, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Parce que vous êtes fâché contre votre voisin, vite, vous allez dénoncer le voisin. Ça s'est beaucoup passé comme ça. Vraiment, je l'ai relevé dans d'autres affaires et les monitoires étaient vraiment un vecteur d'information important. Le monitoire aussi s'est déroulé, vous savez, s'était déroulé pour la bête du Gévaudan. Donc il y avait vraiment cet aspect qui faisait que n'importe qui allait raconter des choses, vraies ou pas, et comme de toute façon les aveux et les preuves passaient au second plan par rapport au témoignage, c'était déjà une grosse différence. Ça fait beaucoup penser aussi au procès des tenanciers, des propriétaires de l'auberge de Perbeil en 1832, cour d'assises de Privas, je crois, où il y avait des centaines de témoins qui passent à la barre. Oui. Très très long, ça dure 3 jours. Oui. Ah mais ça, je pense qu'on en reparlera. On a fait une émission là-dessus avec Jérôme Closon, l'actuel propriétaire de l'auberge, qui disait qu'effectivement ça avait été un procès très très long et qu'à l'époque, comme vous dites, c'était pas forcément amener la preuve, c'était l'appréciation du juge. Absolument. Et dans cette affaire hors norme qui déchaîne l'opinion publique, il y a des centaines de témoins qui viennent raconter des choses qui sont par ailleurs, parfois on doute de la véracité des propos. Oui. Ah mais absolument. Et la délation, ça a toujours été un sport malheureusement fort répandu. On l'a vu encore pendant le Covid et les confinements. Absolument, oui. Et pour vous dire, sous la Terreur, les dénonciations étaient récompensées d'une somme de 100 francs. En plus, ça vous rapportait de l'argent. Donc on encourageait la délation. Absolument, oui. En revanche, il y a eu certaines améliorations du système judiciaire. Par exemple, en 1851, c'est le début de l'assistance judiciaire. C'est-à-dire qu'on commence à fournir des avocats gratuitement aux indigents.
Et puis alors surtout, la grosse réforme qui a vraiment modifié la justice, ça a été Bertillon, en 1882. Bertillon, c'est le monsieur qui a inventé la police scientifique, avec des nouvelles méthodes d'analyse des scènes de crime et surtout de repérage des coupables ou présumés tels. Par exemple, l'anthropométrie, en faisant des descriptions très précises des oreilles, puisqu'il semble que personne n'ait les mêmes oreilles, le nez, l'iris des yeux, le signalement, un vrai portrait robot, le début de la photographie, l'utilisation de la photographie avec des prises de vue de face et de profil pour vraiment identifier correctement les personnes, et puis aussi les marques particulières, c'est-à-dire les tatouages, les grains de beauté, les cicatrices et les empreintes digitales. Et ça, c'est seulement depuis 1882. Mais ça a vraiment marqué un progrès énorme dans les enquêtes. Où est-ce qu'elle se trouve désormais, la guillotine de Haute-Loire ? Elle est partie en pièces détachées, la pauvre, si l'on peut le dire. En fait, elle a été mise au rencard lorsque la guillotine a été regroupée à Riom. Donc on pense que ces accessoires, c'est-à-dire le panier, toutes ces choses-là, sont partis pour être réutilisés à Riom. Le bois et le métal ont très probablement été recyclés, réutilisés. En revanche, on connaît le destin de sa sœur de Montbrison. Alors elle, qui est aussi un instrument curieux, parce que je dis que c'était la mauvaise tête. C'est-à-dire que, vous savez, comme il a fallu en fabriquer beaucoup en peu de temps, comme toujours, il y a parfois des erreurs de fabrication, des loupés. Elle n'était pas spécialement réussie, elle ne fonctionnait pas très bien, à telle enseigne que dans la Loire, il y a eu plus de fusillés que de guillotinés pendant la Terreur. C'est le seul département de France comme ça. Pourquoi ? Parce que le mouton se coinçait, il tombait pas, ou il tombait... Enfin, voilà. Bon. Et celle-ci, on l'a retrouvée en faisant du rangement dans les dépôts de ferraille de la mairie de Feurs en 1866. Elle s'est retrouvée après à Paris, devant la vitrine d'un antiquaire, mais ça faisait mauvais effet, on lui a demandé de l'enlever. Donc il l'a revendue à un artiste peintre, mais celui-ci n'avait pas beaucoup d'argent, tous ses biens ont été vendus aux enchères, et c'est le chansonnier Bruant qui l'a rachetée. Et il semble qu'elle soit désormais aux États-Unis, dans une collection privée. Merci Marie-Martine d'être venue nous parler de la première guillotine de Haute-Loire. Merci à toi, Loïc. On espère, chers auditeurs, bien que vous avez eu plaisir aussi à partir dans l'histoire de ces mémoires de la première guillotine de Haute-Loire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique hebdo, Altistoria. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.